Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'une action américaine qui m'a été pas mal de fois demandée sur la chaîne et que j'ai dans ma liste depuis longtemps puisqu'il s'agit de Nike, que vous connaissez probablement tous, le fabricant de vêtements sportifs et de chaussures américains. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette analyse d'action maintenant ? Tout simplement parce que récemment, Bill Ackman, donc le dirigeant du fonds d'investissement Pershing Square, a ouvert une position sur Nike à hauteur de 229 milliards de dollars, il me semble. Et donc je pense que c'est un très bon moment pour s'y intéresser, car en général quand Bill Ackman achète une société, c'est pour de bonnes raisons et en général c'est parce que la société est sous-évaluée. Comme d'habitude, cette analyse va être découpée en plusieurs étapes. Premièrement, nous allons voir la société Nike et son business model. Ensuite, nous ferons l'analyse quantitative de la société, puis son analyse fondamentale et enfin nous terminerons par l'évaluation du prix pour savoir si elle est sur ou sous-évaluée en ce moment. Et je vous rappelle que si vous n'avez pas vu ma playlist méthode, vous la retrouverez sur ma chaîne avec les 3 vidéos explicatives de la méthode d'analyse. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons par voir la société Nike. C'est une société américaine qui a pour ticker NKE, elle est cotée au New York Stock Exchange, elle a une capitalisation de 124 milliards de dollars, elle n'est donc pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 1,78% et elle est dans le secteur de la consommation discrétionnaire. L'histoire de la société débute en 1964 avec la fondation de Blue Ribbon Sports par Phil Knight et Bill Bowerman, qui importent à la base des chaussures de sport depuis le Japon, donc via une marque qui est aujourd'hui connue sous le nom de ASICS. En 71, Blue Ribbon Sport devient Nike et Nike donc rompt ses liens avec le Japon et commence à fabriquer elle-même ses propres chaussures. Et la même année, elle engage une étudiante qui crée le célèbre logo de la marque pour seulement $35. En 1979 est introduite la technologie Air qui consiste donc à mettre des coussins de gaz comprimés dans les semelles pour améliorer le confort. En 80 a eu lieu l'IPO, donc l'introduction en bourse de Nike au New York Stock Exchange pour 18 cents l'action. En 84 a eu lieu la signature de Michael Jordan et le lancement de la série Air Jordan qui existe toujours aujourd'hui. En 1988, la première campagne utilisant le slogan « Just Do It » a eu lieu, et en 1996, la signature du célèbre Tiger Woods. En 1999, Bill Bowerman, le cofondateur, décède à l'âge de 88 ans. En 2002, Nike achète la marque de surf Hurley, puis elle signe LeBron James et Kobe Bryant en 2003, et en 2004, elle rachète Converse et Phil Knight passe son rôle de CEO à William D. Perez. En 2012, Nike devient le fournisseur officiel de la NFL, puis de la NBA en 2015. En 2019, elle décide d'arrêter les ventes sur Amazon pour lutter contre la contrefaçon, le tout sans succès. En 2020, John Donahoe devient CEO de la société et en 2024, donc comme on l'a dit en introduction, Bill Ackman prend position dans la société Nike. Au niveau des ventes par activité, on retrouve les footwear, donc les chaussures avec 66%, les appareils, donc les vêtements avec 31% des ventes et tout ce qui va être équipement sportif avec 3% des ventes. Au niveau des ventes par région, on a 41% en Amérique du Nord, 27% en Europe, Moyen-Orient, Afrique, 19% en Chine et 13% en Asie-Pacifique et Amérique latine. Au niveau des produits que commercialise Nike, je pense que vous êtes tous à peu près à jour à ce niveau-là, mais elle se concentre quand même sur 6 catégories principales, le running, le basketball, la marque Jordan, le football, le training et le sportswear, donc tout ce qui va être produit lifestyle. Et Nike propose également des produits pour enfants et pour d'autres activités sportives comme le golf, le tennis ou le skateboard. Les produits de Nike, même s'ils sont initialement conçus pour des usages sportifs, ils sont majoritairement portés dans la vie courante pour des usages plutôt décontractés. Et Nike vend également des équipements de sport, donc tout ce qui va être sacs, chaussettes, ballons, montres, équipements de protection, etc. Au niveau de la distribution, on a 2 canaux principaux, la vente en direct et en gros aux consommateurs via Nike Direct, et aussi des accords de licence qui permettent à des tiers de fabriquer et de vendre certains vêtements, dispositifs numériques et applications et autres équipements sportifs. Nike propose également des services interactifs et des expériences pour les consommateurs via notamment des applications de fitness, du contenu sur le sport et le bien-être et des services numériques en magasin, le tout pour améliorer l'expérience client. Au niveau des fournisseurs, on compte 191 usines de chaussures réparties dans 14 pays et pratiquement toute la production de chaussures est réalisée en dehors des États-Unis par plus de 15 fabricants indépendants,
Pour les vêtements, c'est 344 usines réparties dans 33 pays différents et le tout bien évidemment majoritairement en Asie, en Chine, au Vietnam et en Indonésie. On peut noter également la société Air Manufacturing Innovation qui est une filiale de Nike avec des installations en Oregon, au Vietnam et au Missouri et des sous-traitants en Chine et au Vietnam qui fournit des matériaux et des composants de coussinage notamment pour les chaussures. Maintenant, au niveau du marché, Nike évolue dans l'industrie des chaussures, des vêtements et des équipements de sport, et c'est un marché qui est extrêmement compétitif à l'échelle mondiale, puisque Nike fait face à de nombreux concurrents. On peut citer Adidas, Anta, Asics, Li-Ning, Lululemon, Puma, Under Armour ou encore VF Corporation. Néanmoins, Nike reste le plus grand vendeur de chaussures et de vêtements de sport au monde, avec plus de 2 fois le volume de vente d'Adidas, qui est le second. Au niveau du management, comme on l'a dit, on a John Donahoe au poste de CEO depuis 2020, en sachant qu'il a rejoint la société en 2014. Matthew Friend au poste de CEO depuis 2020. Monique Maidson au poste de Chief Human Officer depuis 2017. Et Anne Miller au poste de Chief Legal Officer depuis 2017 également. Au niveau du conseil d'administration, on a toujours Philip Knight, donc qui est le cofondateur et qui est aujourd'hui chairman. On a Mark G. Parker qui est executive chairman depuis 2006. John Donahoe qui est également au conseil d'administration et qui est directeur depuis 2014. Et Kathleen Bengo qui est également directeur depuis 2018. Au niveau des actionnaires, on n'a aucune ligne particulièrement intéressante. On a surtout des institutionnels américains. Maintenant, passons à l'analyse quantitative de la société. Et on se retrouve maintenant dans l'application IQ Invest. Comme d'habitude, vous aurez le lien en description ainsi qu'un code de réduction de moins 10% associé à cette vidéo qui sera valable 24 heures et uniquement le premier mois. Premier point que l'on peut noter au niveau de la société, c'est qu'on a un CAGR négatif sur les 5 dernières années. Donc l'action n'a absolument rien fait depuis 5 ans. Elle a même baissé et elle sous-performe sans surprise largement le S&P 500 sur les 5 dernières années avec même une linéarité négative. Et sur les 10 dernières années, c'est pas forcément mieux puisqu'on sous-performe également le S&P 500 avec un CAGR de seulement 7% et une linéarité assez mauvaise de 0,75 et on voit qu'on est très très loin des plus hauts historiques de fin 2021. Au niveau de la note quantitative, on obtient une note de 14,5 sur 20 avec un ROIC plutôt bon de 29% sur les 10 dernières années, des marges assez faibles par contre avec une marge opérationnelle de 11%, une marge free cash flow de 12% et des capex assez faibles également, ce qui est positif, de seulement 12% par rapport à l'operating cash flow. Au niveau de la croissance, ici c'est assez mauvais puisqu'on voit que la croissance du chiffre d'affaires est assez faible avec seulement 8,4% sur les 10 dernières années, une croissance vraiment très faible sur la dernière année avec 4,5%, mais au niveau des earnings per share, c'est pas forcément mieux avec 9% sur les 10 dernières années et au niveau des free cash flow, 8,7% sur les 10 dernières années, même si on voit que la croissance des free cash flow sur la dernière année est plutôt positive. Au niveau du dividende, par contre, on a un sans faute avec 12% en moyenne sur les 10 dernières années et une période d'augmentation de 22 ans. On a des dettes assez moyennes de 1,76, donc un ratio dette sur EBITDA et un payout ratio raisonnable de 39%. Si on passe à l'onglet quantitatif, on voit qu'au niveau des revenus, on est plutôt croissant, même si en 2024, la croissance est vraiment au ralenti et on a eu une baisse en 2020, donc pendant le Covid. Au niveau des earnings per share, on voit qu'on a vraiment des bénéfices en dents de scie avec 2 années de baisse en 2018 et 2020, mais également en 2023 et on voit qu'on n'a toujours pas retrouvé les plus hauts historiques de 2022. Et enfin, au niveau des free cash flow, ici, pareil, on voit que c'est assez cyclique et vraiment en dents de scie puisqu'on a eu une forte baisse en 2016 et en 2020, mais ici, par contre, on est sur des plus hauts historiques en 2024. Au niveau des marges, c'est assez mauvais finalement puisque les niveaux de marge sont inférieurs à 2015 puisque la marge brute est passée de 45,9% à 44,5% et la marge opérationnelle est passée de 13,7% à seulement 13,02%. Donc on voit qu'on a eu une stagnation et même une légère diminution des marges sur 10 ans. Et au niveau des retours sur capitaux, c'est pareil, on voit que le ROIC a une tendance plutôt baissière sur les 10 dernières années. Par contre, au niveau des dividendes, on voit qu'ils sont croissants. Au niveau de la dette, on a eu un fort pic en 2020, forcément c'était le Covid et les niveaux de dette se sont rattrapés depuis. Et au niveau des actions en circulation, par contre, c'est plutôt positif puisque l'entreprise rachète régulièrement ses actions et qu'elles sont en diminution. On voit que l'entreprise effectue des rachats d'actions assez réguliers, sauf en 2021 où c'était relativement faible. Et au niveau des concurrents, on retrouve les gros noms, donc Adidas avec 3,5 sur 20, donc une note vraiment catastrophique pour Adidas, On Holding avec 5,5 sur 20, Asics avec 10 sur 20, et Puma avec 7,5 sur 20. Et maintenant que nous avons vu les chiffres, nous allons pouvoir passer à l'analyse fondamentale de Nike. Premier point, on va commencer par les forces. Nike est le leader mondial du sportswear et est loin devant ses concurrents avec plus de 2 fois les ventes d'Adidas qui est le deuxième sur le segment.
Nike possède une marque forte et connue dans le monde entier, en plus des marques Jordan et Converse. Elle a été innovateur à plusieurs niveaux dans son histoire, avec notamment les technologies Air ou encore Flyknit. Elle possède une présence mondiale avec un fort réseau de distribution en propre, mais aussi via des partenaires. Elle possède des partenariats avec des grandes institutions sportives comme la NFL ou la NBA et sponsorise des athlètes de renom. Et elle a un positionnement relativement premium qui lui permet d'exercer un bon pricing power en règle générale. Au niveau des faiblesses, Nike a une dépendance à l'innovation qui pourrait également être un handicap si elle peine à suivre face à des concurrents plus novateurs. Ses coûts de production sont élevés et n'ont cessé d'augmenter ces dernières années, ce qui diminue les marges et les retours sur capitaux. Nike a également une forte exposition à la Chine et ses fournisseurs sont majoritairement situés en Asie. La croissance du chiffre d'affaires a été mauvaise ces dernières années et la tendance ne semble pas s'inverser, et elle a souvent eu également des problèmes de réputation par le passé, notamment au sujet des conditions de travail de ses employés, notamment dans les pays émergents, ce qui peut impacter négativement la marque. Maintenant, au niveau des opportunités, Nike pourrait lancer des nouveaux produits ou des nouvelles gammes de produits, et notamment sur le sportswear féminin, à l'image de ce qu'a pu faire Lululemon. Elle peut nouer des partenariats avec de nouveaux athlètes, ce qui permettrait d'améliorer l'image de marque, s'étendre dans les marchés émergents comme en Asie ou en Amérique latine. Également, elle bénéficie de tendances séculaires puisque de plus en plus de personnes se mettent au sport et de nombreuses disciplines bénéficient de cette croissance, ce qui augmente naturellement les ventes des équipementiers sportifs. Et le management a récemment mis en place la stratégie Triple Double, donc qui est doubler l'innovation, la vitesse et la connexion directe aux clients. Et cette stratégie pourrait permettre à Nike de réduire ses coûts et d'augmenter ses marges. Et pour le moment en tout cas, elle semble porter ses fruits. Maintenant, au niveau des menaces, on a l'émergence toujours plus nombreuse de nouveaux concurrents qui viennent grignoter des parts de marché comme Lululemon, Anta ou encore Li Ning. La perte de notoriété puisque ces derniers temps, notamment Adidas, passe devant Nike en termes d'appréciation de la part des consommateurs et ça notamment sur le marché chinois. Des événements géopolitiques pourraient impacter la chaîne d'approvisionnement, notamment depuis des usines en Asie et en Chine. Et une récession en Chine ou aux États-Unis pourrait impacter négativement la croissance qui est déjà faible de la société. Au niveau de l'avantage compétitif, on a une grande douve stable pour Nike qui provient d'actifs intangibles puisqu'elle possède des marques très fortes comme Nike, Jordan ou encore Converse, mais également des partenariats importants ainsi que des brevets et diverses applications. Maintenant, au niveau de la checklist fondamentale et des produits, les revenus de Nike ne sont pas prédictibles puisqu'elle vend des produits et elle évolue dans un secteur qui est relativement cyclique. Par contre, les produits résistent au changement puisque les vêtements et chaussures de sport sont difficilement disruptibles. Et également, elle a un fort potentiel de croissance puisque le marché du sportswear a un CAGR, donc un taux de croissance annualisé, estimé de 6,7% jusqu'en 2030. Au niveau du management, l'entreprise a une bonne allocation du capital puisque Morningstar lui attribue une note exemplaire. Par contre, selon moi, le management n'a pas été compétent par le passé puisque les marges et les retours sur capitaux sont en baisse sur les 10 dernières années. Le management également n'est pas skin in the game puisqu'il n'y a pas de lien particulier avec l'entreprise et le cofondateur n'est plus impliqué dans le management. Et l'entreprise effectue des rachats d'actions réguliers puisqu'on l'a vu, les actions en circulation diminuent depuis 10 ans. Et enfin, au niveau de l'avantage compétitif, l'entreprise a une grande douve puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. Elle est leader sur son marché puisqu'elle fait 2 fois plus de ventes que le deuxième, à savoir Adidas. Et par contre, elle ne résiste pas à la concurrence selon moi, car malgré son moat, elle évolue dans un marché qui est très concurrentiel et elle a tendance à perdre des parts de marché face à des nouveaux acteurs comme Lululemon aux États-Unis et en Chine, mais également à perdre de la notoriété face à Adidas par exemple. Donc si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note fondamentale de 12 sur 20, ce qui est correct. Maintenant passons à la dernière étape, l'étude de la valorisation. Et pour ça, on va commencer par calculer le prix juste en se basant sur 4 prix. Le premier, une méthode de discounted cash flow basée sur les earnings qui nous donne $65. La deuxième, une méthode de discounted cash flow basée sur les free cash flow qui nous donne $78. Le prix juste de Morningstar à $124 et le prix juste de Guru Focus à $123. La moyenne de ces 4 prix nous donne un prix juste approximatif de $98, soit une différence de moins 15,02% avec le prix actuel. Donc l'entreprise serait légèrement sous-évaluée aujourd'hui. Et si on regarde d'autres ratios, on a des free cash flow yield très élevés de 5,3% qui sont supérieurs à la moyenne historique. On a un PE relativement faible par rapport à la moyenne historique de 22. Par contre, on a un PEG relativement élevé de 2,46 qui s'explique tout simplement parce que la croissance des EPS est relativement faible. Idem, les price to free cash flow sont inférieurs à la moyenne historique avec 18,87, mais par contre, le price to free cash flow growth est élevé avec 2,17,
puisque la croissance des free cash flow également, comme les earnings per shares, est relativement faible. Et donc effectivement, Nike paraît attractive aujourd'hui à ses niveaux de prix, en tout cas par rapport à sa valorisation historique, mais par contre, en tout cas c'est mon avis, je trouve qu'elle n'est pas attractive aujourd'hui par rapport à ses perspectives de croissance et par rapport à ce qu'elle a pu délivrer surtout comme chiffre de croissance par le passé. Donc si on résume, on a une sous-évaluation d'environ 15,02%. Et juste avant de passer à la conclusion, je vous rappelle que vous trouverez toutes les ressources nécessaires sur le site www.iq-invest.fr avec l'accès à l'application IQ Invest, des entretiens individuels pour échanger avec moi sur votre stratégie et pour que je puisse répondre à vos questions, des liens de parrainage pour ouvrir un PEA ou des comptes titres et gagner de l'argent au passage, la bibliothèque de l'investisseur pour retrouver tous les livres essentiels pour investir selon moi, et également n'oubliez pas d'aller voir le podcast Le CAF Rentable avec Jean de la chaîne J'investe tous les lundis matins à 8h sur YouTube et les principales plateformes de podcast. Et maintenant, pour conclure, Nike sur le papier est donc une entreprise de qualité, par contre elle sous-performe le S&P 500 depuis 10 ans, elle possède un grand moat avec des fondamentaux qui sont selon moi à la traîne ces derniers temps, elle possède des marques qui sont reconnues dans le monde entier mais elle subit des difficultés depuis quelques années, elle paraît aujourd'hui relativement sous-évaluée par rapport à ses niveaux historiques, et la conclusion c'est que pour moi pour l'instant je ne sais pas, je pense que j'ai besoin de plus creuser sur Nike, je vais probablement l'ajouter à ma watchlist, ça a l'air d'être un bon value play en ce moment, par contre je trouve qu'elle reste chère par rapport à ses perspectives de croissance et par rapport à la croissance qu'elle a pu délivrer sur les 10 dernières années. Par contre évidemment l'achat de Bill Ackman m'interroge, donc c'est une action que je vais continuer à suivre, je ne sais pas si je vais me positionner dessus, je ne pense pas en tout cas à court terme, mais elle va probablement rentrer dans ma watchlist ou en tout cas je vais continuer à surveiller Nike et je vous tiendrai bien évidemment au courant des décisions que je vais prendre sur cette société. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la société Nike, est-ce que vous l'avez et qu'est-ce que vous pensez de l'achat de Bill Ackman. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.